Le fort du Montalban est un petit bijou dans l'architecture militaire par les puretés de ses formes. Il devait être très spectaculaire à l'origine parce qu'effectivement il était enduit de blanc, donc il devait se voir de partout, quoi. Le fort du Montalban est moderne parce que c'est typiquement la transition du début de la fortification bastonnée, où on passe du Moyen-Âge avec ses tours à une forme très pointue en étoile qu'on va construire pendant tout le XVIe siècle. Inventé en Italie au début du XVIe siècle, le fort à bastion répond au développement de l'artillerie et à l'apparition du boulet de canon métallique. Désormais, les canons sont en mesure de tirer jusqu'à 800 mètres et de détruire les murs d'une fortification médiévale à 50 mètres de distance. Quand l'artillerie à poudre arrive dans l'art de la guerre, les tours en maçonnerie creuse, couronnées de machicoulis, tombent comme château de cartes. Le fort bastionné, c'est vraiment l'adaptation d'un programme architectural à une innovation technique. C'est la fin du château médiéval, parce que ce château, qui était essentiellement composé de tours rondes ou carrées, ne résiste pas à la nouvelle artillerie. Donc, on va être obligé de substituer une autre technique, la technique du rempart. Contrairement à la muraille en pierre de grande hauteur des châteaux médiévaux, le rempart des forts modernes est un mur plus bas, rempli de terre, conçu pour absorber les chocs les plus violents. Celui du fort Montalban mesure 11 mètres de haut. Au fort du Montalban, nous avons deux murs parallèles, un mur extérieur et un mur intérieur. Les murs extérieurs font à peu près 1 mètre, 1,50 m de large. Et à l'intérieur, on va avoir 4 ou 5 mètres de blocage. C'est de la terre, de la pierre qui est tassée et qui va servir d'amortisseur. Le boulet de canon va casser peut-être la partie externe, mais ne pourra jamais traverser 4 mètres de terre. Et la conception du rempart construit en calcaire local, extrait à 200 mètres de là, cache encore d'autres caractéristiques techniques pour résister efficacement à l'artillerie. Hormis l'épaisseur des murs avec la construction en blocage, les ingénieurs italiens, notamment milanais, vont étudier le fruit des murs, c'est-à-dire la pente, et vont concevoir une pente spécifique qui va permettre au boulet de canon de ricocher, donc d'éviter que le boulet ne donne sa pleine puissance sur la structure. Mais en cas de siège, le meilleur moyen de protéger la forteresse de la puissance de cette nouvelle artillerie est encore de maintenir l'ennemi à distance. Pour cela, les architectes militaires italiens ont une idée révolutionnaire. Remplacer les tours rondes des forts médiévaux par des bastions. Des ouvrages pentagonaux rattachés aux courtines. Les bastions servent à protéger les différentes parties du fort et à opérer ce qu'on appelle des tirs croisés. Chaque bastion protège l'autre. C'est la protection mutuelle. Le bastion, par exemple, de Nice, est défendu par le bastion de Villefranche pour que, depuis chaque bastion, aucune portion de la base du rempart ne puisse être cachée. C'est ça la défense latérale. Il ne doit pas y avoir d'endroit qu'on ne voit pas pour pouvoir y mettre, par exemple, une mine et faire s'écrouler le rempart. L'assaillant ne peut donc s'approcher du fort qu'au prix de lourdes pertes matérielles et humaines. La vocation d'un fort bastionné, c'est surtout de créer ce que les militaires appellent un abcès de fixation. C'était l'idée de fixer l'adversaire. Une fortification ne sert pas à gagner la guerre. Une fortification sert à gagner du temps et à économiser des hommes. La garnison du Montalban, c'est 70 hommes, 100 hommes maximum. Mais ça oblige un adversaire qui l'encerclerait d'allonger la circonférence d'investissement, ce qui veut dire automatiquement d'augmenter de 10 à 20 000 hommes l'armée d'invasion. Et deuxièmement, ça permet de gagner du temps. L'idée, c'est justement de résister au siège pour permettre la mise en place de défense principale et surtout l'envoi d'une armée de secours. Le fort est donc pensé pour garantir aux soldats une autonomie prolongée. Sous la plateforme de tir, au deuxième étage des bastions, se trouvent les magasins, les cuisines et les logements. Un espace habitable de 170 mètres carrés, permettant à une garnison de 100 hommes de tenir un siège de plusieurs mois sans ravitaillement. Pour durer, c'est toujours pareil, il faut déjà avoir les moyens de durer, c'est-à-dire que tout est prêt, il y a suffisamment d'armes à feu, les canons sont approvisionnés en poudre, en boulets, etc. Donc déjà être préparé. Les vivres sont également en bonne condition de conservation. Il faut prévoir aussi l'eau. L'eau, c'est l'élément clé puisqu'on peut se passer de manger pendant plusieurs semaines.
Par contre, au bout d'une semaine, surtout en plein été, sans eau, on ne peut pas résister. Ici, impossible de creuser un puits, pas de source, on est à 220 mètres d'altitude. Pour assurer l'autonomie en eau de la garnison, les architectes du fort Montalban doivent imaginer une autre solution. Donc, il a été décidé de recueillir l'eau de pluie par un système de canal et de rigoles qui prennent leur source sur la plateforme de tir. Sur la terrasse de tir supérieure, les concepteurs du fort ont revêtu le sol de briques dont le champ incliné du centre vers les murailles fait ruisseler l'eau de pluie jusqu'à une rigole en pierre de taille. Seulement, la terrasse ne permet pas à elle seule de recueillir suffisamment d'eau pour toute la garnison. À nouveau, les bâtisseurs ont dû faire preuve d'ingéniosité. Le gros avantage du fort du Montalban, c'est qu'il est inscrit dans une pente et dominé par une montagne. On a nettoyé, si vous voulez, les surfaces rocheuses et on a créé des rigoles latérales qui fait que quand ça pleut, ça ruisselle dans la rigole et ça va vers les citernes. Donc on peut bénéficier non seulement des terrasses du fort, mais de tout le territoire dominant qui a permis de suppléer à la surface minuscule des terrasses qui n'auraient pas suffi à remplir les citernes. Filtrée de ces impuretés par un décanteur, l'eau de pluie est ensuite stockée dans une citerne profondément enfouie sous un bastion. L'emplacement de la citerne est très important. Et si une bombe arrive et rentre dans la citerne, la provision d'eau va être anéantie, ou en tout cas fortement réduite, donc la durée de résistance du fort aussi. Donc la citerne est protégée à la fois contre des coups directs, mais elle est protégée aussi contre la corruption interne par des animaux, par des pollutions extérieures. C'est vraiment absolument primordial. Malgré ces dispositifs, les soldats de la citadelle assiégée en 1691, puis en 1705, par les troupes de Louis XIV, sont contraints de se rendre à 2 reprises. À chaque fois, les Français vont passer par des lieux où ils ne sont pas attendus. C'est-à-dire que les militaires de Savoie ont prévu une attaque maritime. Or, les Français vont passer par l'intérieur des terres. En contournant le château de Nice, les Français réussissent à prendre la citadelle de Villefranche, d'où ils pilonnent le Montalban. La garnison est prise de court. Alors le fort n'a pas résisté aux assauts des troupes ennemies parce qu'il n'était pas en état. On l'avait négligé. Il était construit, les gens le voyaient, mais dedans, il n'y avait pas assez de canons, pas assez de poudre, pas assez d'eau et surtout pas assez d'hommes. Et donc quand les troupes ont commencé à investir et qu'ils ont vu débarquer tout autour du fort des centaines et des centaines de soldats, la dizaine d'hommes qui restait est partie. Elle a cherché son salut dans la fuite. En réalité, au XVIIe siècle, même bien défendu, le fort n'aurait pas eu les moyens de résister à la puissante armée de Louis XIV, ni à celle de ses canons mobiles dont la portée dépasse désormais 1 kilomètre. Au XVIIe siècle, il est déjà un peu vieillot. D'ailleurs, Vauban le dit, il est tout petit, il est étroit, il ne tient que 50 à 70 hommes. Quand on voit la multiplication des meurtrières, alors qu'il n'y a même pas un tiers de défenseurs possibles derrière les meurtrières, le bossage, tout est symbolique. On est dans une architecture de signes qui dit sa puissance, qui la proclame, au lieu d'être réellement efficace.